Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informative News Hebdo. Et pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, évidemment, l'actualité liée au coronavirus est toujours au cœur de l'actualité du secteur IT, mais bon, il n'y a évidemment pas que ça dans la vie, si je puis dire. Et on commence par des annonces plus classiques. On commence d'abord par les annonces du niveau de Microsoft Azure de support de distribution Linux avec Red Hat Linux Enterprise et OpenShift. Alors, c'est effectivement une avancée importante pour Microsoft qui va de plus en plus vers les autres fournisseurs qui sont malgré tout ses concurrents. Et donc là, il y a plusieurs annonces. Il y a, comme vous le disiez, le support de OpenShift. Donc OpenShift, c'est, on va dire, la version de gestion des containers basée largement sur Kubernetes proposée par Red Hat. Et donc ça va être disponible sur Azure. Donc ça, c'est une première chose. Soit dit en passant, c'est assez amusant, si je puis dire, parce que si on revient très longtemps en arrière, vous vous souvenez que finalement, c'est Microsoft qui avait développé le DOS pour IBM. Et là, maintenant que Red Hat a été racheté par IBM, c'est OpenShift qui est réintroduit chez Microsoft par le biais d'Azure. Donc, c'est une espèce de retour de l'histoire assez amusant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième, c'est Azure Arc. Donc Azure Arc, c'est quoi? C'est en fait une espèce de portefeuille d'applications à la fois pour l'administration, la gestion, et puis des ressources du style SQL pour Azure ou Postgres pour Azure. Et donc ça, cet ensemble de logiciels qui a été annoncé à l'occasion de Ignite 2019, donc il y a quelques mois, et donc qui est pas encore en version commerciale, qui est en pré-version. Tout ça va être disponible sur toutes les infrastructures qui seront basées sur Kubernetes. Donc en gros, ça veut dire les principaux fournisseurs de cloud public. Donc c'est vraiment une avancée encore plus importante de Microsoft vers l'ensemble de ses concurrents. Et c'est aussi un des thèmes, et on l'abordera aussi dans le sujet suivant, mais on voit clairement qu'on évolue très largement vers à la fois le cloud hybride, donc qui mélange tout ce qui est on-premise et cloud public, et puis le multi-cloud, donc c'est en gros ce que vous avez sur votre propre data center, et puis l'ensemble des fournisseurs du cloud public. Donc je dirais que cette évolution, elle est en marche assez rapide. Alors effectivement, vous disiez indépendamment du Covid, mais je pense que le Covid finalement sert un peu d'accélérateur pour tout ce qui est dans le domaine du cloud. Alors justement, on dit à propos de multi-cloud et de cloud hybride, la deuxième actualité que vous voulez souligner, c'était l'ouverture de la plateforme Google hybride Anthos à la concurrence. Exactement. Alors je dirais que ça procède un peu de la même intention. Donc là pour Google, qui est lui un petit peu en retard par rapport aux deux premiers, AWS et puis Microsoft, et donc Google Anthos, donc qui est la possibilité en fait de mettre la version de la Google Cloud Platform dans votre propre data center et donc de faire du cloud hybride. Et donc Google a décidé de l'ouvrir sur AWS. Donc ça veut dire que là aussi vous allez pouvoir faire du multi-cloud avec vos applications sur votre data center et des possibilités de débord. Alors si c'est une application de débord, mais ça peut être plein d'autres scénarios possibles, à la fois vers la plateforme Google, mais aussi vers la plateforme AWS. Donc là, je dirais que ça procède de la même finalité, même logique. Très bien, alors on parlait de Google et Microsoft sur les aspects un peu carrément technologiques d'ailleurs. Parlons un peu de finances, Guy, puisque c'était la semaine des annonces. J'allais dire, pas d'impact notable jusqu'à présent de la crise coronavirus sur les résultats de ces deux belles entreprises. Il faut quand même préciser qu'on parle des résultats du premier trimestre
et que je dirais que les événements actuels ont commencé dans le courant du mois de mars. Donc, bon, ça a eu un impact, certes, mais sur une partie qui n'est pas aussi importante que ça du premier trimestre. Je pense que les effets sur le deuxième trimestre seront sans doute plus importants. Toujours est-il que pour ce qui concerne Microsoft et Google, effectivement, comme vous le disiez, les résultats sont quand même, on peut dire, excellents. Microsoft, c'est un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars, donc en croissance très très rapide. Et ce qui est encore plus étonnant, enfin encore plus significatif, c'est que finalement c'est l'activité Azure, l'activité cloud qui se développe le plus rapidement possible. On est aux alentours de 60%. Donc vous voyez que c'est quand même un chiffre très significatif. Et puis Microsoft est une entreprise extrêmement profitable puisque on a un bénéfice net de plus de 10 milliards, donc sur 35 milliards, vous voyez que c'est quand même un ratio qui est très, très important. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Microsoft. Et pour ce qui concerne Google, on a des chiffres qui sont, je dirais, à peu près comparables, peut-être un petit peu moins spectaculaires. On a un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de dollars, donc le chiffre d'affaires de Google est supérieur à celui de Microsoft. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. En revanche, la profitabilité est un petit peu inférieure puisqu'on n'est qu'à, entre guillemets, 6 milliards de dollars. Et donc, ce qui est clair, c'est que je dirais que l'activité de Google est encore très largement impactée par, je dirais, la vente de publicité. L'activité de Google en entreprise est encore quelque chose qui n'est pas... modeste, oui. Voilà, qui reste assez modeste. Donc, des résultats plus qu'encourageants, on va dire, de très bons résultats, mais pour deux entreprises dont le profil est assez différent, même s'ils se rejoignent sur cette idée de cloud public. Très bien. Alors justement, décidément, on parlait de cloud public, une étude récente sur les chiffres du premier quarter, qui sont quand même assez aussi intéressants, parce que si on additionne le lapsus est révélateur. Si on rajoute donc Amazon, AWS et Azure, c'est 50% du marché du cloud public quand même. Exactement. Donc clairement, on le sait, AWS est parti en tête et a maintenu sa position de leader, donc avec 32% du marché, et Microsoft qui avait pris un départ un petit peu plus lent et qui ces derniers temps, je dirais, met les bouchées doubles à la fois en termes de développement logiciel et puis d'investissement, parce que malgré tout, le cloud, c'est quand même beaucoup de data centers partout dans le monde, donc ça nécessite de très gros investissements, arrive à 18%, donc comme vous le disiez, les deux, ça fait 50%, et ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par le cabinet Synergy Research, qui se concentre principalement sur tout ce qui est activité du cloud. Alors derrière, on a les acteurs reconnus, on a Google, et puis on a les Chinois qui sont de plus en plus visibles avec Alibaba et Tencent. Et puis il y a IBM qui est encore principalement orienté sur le cloud privé, mais qui veut toujours rester un acteur du cloud public, même si pour le moment, il est quand même très très loin derrière des leaders. Très bien dit. Alors on passe à l'actualité plus directement liée au coronavirus ou autre Covid-19, avec toujours des fournisseurs qui adaptent leurs offres à la période actuelle, avec notamment LinkedIn et Salesforce. Alors LinkedIn, donc on signale au passage qu'ils ont dépassé les 20 millions d'utilisateurs, alors de membres on va dire. En France. Donc ça représente quasiment les 2/3 de la population active, même plus que ça, donc c'est quand même important. Et donc effectivement, à l'occasion de la période qu'on connaît actuellement, ils ont proposé en offre gratuite tout un tas de séances, de cours qu'on peut visionner sur LinkedIn Formation. Donc c'est des cours qui ont trait à toute l'activité du télétravail, au bien-être, enfin des sujets qui sont à la fois liés à l'entreprise stricto sensu et puis des sujets un petit peu connexes. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième c'est Salesforce.
alors qui pour le coup, c'est pas une offre gratuite, c'est une offre qu'ils ont développée. Alors j'ai l'impression un peu même beaucoup rapidement, qui concerne en fait finalement le retour des entreprises au déconfinement, avec en gros des outils qui vont permettre de travailler avec des gens qui sont présents sur place et des gens en grand nombre qui seront chez eux, et donc des outils qui permettront de faciliter un peu le travail dans cette nouvelle configuration. Sachant que là, c'est loin d'être une offre gratuite, puisque qui n'est pas donnée d'ailleurs, puisqu'on est entre 5 dollars pardon, et 50 dollars par utilisateur et par mois, évidemment en fonction de ce qu'on récupère. Qu'on utilise. Okay. Mais je dirais que c'est une offre qui arrive à un moment très, très particulier, dans un contexte qu'on vient d'évoquer. Alors ça, c'était pour les offres. Au niveau des conséquences, il y a pas mal d'infos aussi qui arrivent, avec notamment une étude sur l'impact sur le secteur numérique. Alors, c'est le deuxième baromètre que publie Syntec Numérique, et alors autant on donnait des chiffres qui étaient plutôt favorables, des acteurs précédents. Là, le Syntec Numérique pour le deuxième trimestre, on voit bien que les choses vont évoluer. En gros, les chefs d'entreprise de toutes les entreprises qui sont adhérents à Syntec Numérique prévoient une baisse de 25% de leur chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Donc, on voit bien que l'effet de la crise n'est pas négligeable, et même dans le domaine du numérique, puisque là on parle de numérique. Deux autres chiffres à retenir: 7 chefs d'entreprise sur 10 préparent la reprise. Alors je dirais heureusement pour eux, parce que finalement la reprise elle est quand même là, et il va bien falloir reprendre le travail dans un contexte nouvellement défini. Et puis clairement dans ce secteur, la très grande majorité, on est à plus de 90-95% des gens travaillent en télétravail. Ça ne surprendra personne, mais on voit bien malgré tout que même si on est en télétravail et qu'on continue de fonctionner, il y a un impact important, puisqu'on l'a souligné, 25% de baisse de chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Donc le télétravail n'est pas encore la panacée que l'on pourrait. Sinon, du côté de chez Dell, on débloque aussi comment dirais-je, des fonds pour essayer de fidéliser les clients et les partenaires. Voilà, donc là l'idée c'est, en fait Dell a une division qui s'appelle Dell Financial Services, qui est en fait une banque. Elle a à la fois aux États-Unis et en Europe, elle a la licence pour pouvoir fonctionner comme une banque, comme un établissement financier. Et donc ils ont débloqué 9 milliards, je dirais, pour aider les entreprises à continuer leurs investissements dans le cadre actuel de difficultés actuelles. Donc l'idée, ça sert à quoi? Ça sert par exemple, on continue d'acheter, parce qu'on achète encore, il y a toujours l'aspect abonnement, on demande, mais on achète toujours du matériel. Et donc, l'idée c'est de passer de 90 jours à 180 jours de délai de paiement. Donc en gros, achetons maintenant et payons un petit peu plus tard, c'est un peu ça l'idée que propose Dell, mais pour ça il faut débloquer des fonds bien sûr. Alors, autre point de vue, c'est sur les paiements NFC, donc autrement dit les paiements sans contact, qui évidemment s'envolent. Et une étude de Mastercard, un des deux gros émetteurs de cartes, le confirme de manière objective. Oui. Alors, ça surprendra personne, comme vous le dites, mais le chiffre est important, puisque c'est plus 40% de paiements sans contact. Et alors, quand on dit paiement sans contact, c'est à la fois avec les cartes sans contact, mais aussi avec les applications sur le smartphone du type Apple Pay. Donc c'est un chiffre qui est quand même très important, sachant qu'on peut mentionner au passage que la limite des 30 € va monter à 50 € à partir du 11 mai pour des achats, je dirais, un petit peu plus importants. Mais là, finalement, l'utilisation de ce mode de paiement, c'est pas lié à l'aspect pratique, c'est plutôt pour des raisons sanitaires. Enfin, on voit bien que c'est ça ce qui est sécuritaire, c'est ça ce qui pousse les individus à l'utiliser. Très bien. Alors, une des grands gagnants du secteur, c'est les applications de visioconférence, évidemment, dans le cadre du télétravail, avec une étude, un test
qui compare 5 applications, les 5 leaders du marché. Exactement. Donc c'est notre confrère Computer World qui fait un test comparatif donc de ces 5 applications leaders. Donc il y a Zoom, il y a WebEx, il y a GoToMeeting, Google Meet et puis Teams. Donc c'est effectivement les 5 principales. Donc pour toutes les entreprises qui les utilisent couramment, on a cité ces dernières semaines les envolées de l'utilisation de toutes ces applications. C'est peut-être l'occasion de faire un point et de voir finalement si celle qu'elles utilisent est la bonne et s'il y aurait lieu de changer. Et alors une petite incise à cette occasion, c'est que Cisco, qui est dans une affaire juridique pour un problème de brevet contre une société qui s'appelle SwitchZilla, a été mandaté par le juge. Parce qu'évidemment, en ce moment, on ne va pas au tribunal, on fait ça en télé-tribunal, si je puis dire. Et donc, Cisco a été obligé d'utiliser Zoom comme application de visioconférence. Donc, je dirais qu'il y a un petit clin d'œil. Alors, Cisco avait bien essayé de faire valoir l'idée que Zoom posait des problèmes de sécurité. A priori, le juge américain n'a pas entendu cette requête, et donc Cisco va utiliser Zoom, l'application Zoom. Très bien, Eddy, merci pour cette incise humoristique. On conclut sur notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Là, Guy, en l'occurrence, c'est plutôt un coup de gueule face à ces applications qui jouent sur le terme Stop Covid, qui donc sont ambiguës. Alors, je propose de revenir en détail, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Mais... Alors, en fait, effectivement, l'idée, c'est avec cette application Stop Covid, vous vous souvenez, l'idée, c'est de tracer les gens. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, soit en Bluetooth, soit en GPS. Donc, ça, c'est l'aspect un peu technique. Et donc, l'idée, c'est de savoir si vous êtes, vous, à la fois, je dirais, contaminé ou pas, si vous êtes en contact avec des gens contaminés ou pas, la possibilité, je dirais, de remonter la filière et de savoir quels sont tous les gens dans votre entourage avec lesquels vous avez été en contact, et éventuellement de les tester et de les isoler si nécessaire. Donc il y avait cette magnifique application Stop Covid dont on n'a même pas parlé lors du débat parlementaire, qui est passé un peu aux oubliettes. On ne sait pas très bien d'ailleurs quand est-ce qu'elle va voir le jour. Parallèlement d'autres. Tel que c'est parti. Oui, si elle voit le jour. On va pas rappeler les grandes applications qui ont comme ça été jetées avant même d'avoir été en utilisation, alors que finalement des Stop Covid, il y en a déjà pas mal sur le marché. Il y en a une Stop Covid 4, donc c'est de la Catalogne. Il y a une start-up turque qui a développé elle aussi Stop Covid KG. Il y en a une autre qui vient de Géorgie, je crois que c'est Stop Covid, mais il y a un espace entre Stop et Covid. Et puis la nôtre, Stop Covid tout attaché, mais qui pour l'instant n'est pas encore disponible. Rappelons quand même que la date du 11 mai avait été annoncée comme date du déconfinement, et que cette application était un des éléments qui permettait de revenir un peu dans un mode de fonctionnement normal. Donc je dirais que ça commence relativement mal de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Bon. Pourtant, en plus, il y avait quand même beaucoup de gens autour de ce projet. On a vu des Capgemini, Orange, des gens qui... Oui, absolument. Y compris l'ANSSI qui précisément veillait au grain en termes de sécurité. Donc, mais bon, enfin, peut-être qu'on est mauvaise langue et qu'elle va arriver, mais après, même si elle arrive le 11 mai, le temps que les gens soient au courant, qu'ils l'installent sur leur smartphone, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, etc., on va être le 15 juin, et le 15 juin, ce sera peut-être trop tard. Un peu tard. C'est un peu... Bon, écoutez, Guy, on conclura sur ce coup de gueule. Et puis, merci en tout cas de votre analyse et du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En attendant, restez encore chez vous cette semaine, parce qu'a priori, c'est la semaine prochaine qu'on devrait déconfiner, mais qui sait. Et puis, je vous souhaite évidemment une très bonne semaine, malgré tout. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt. Merci.